Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public que je vais introduire en vous demandant de songer à l'éventualité de votre contribution financière. C'est le moment, peut-être pour certains d'entre vous, ceux qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, et de toute façon, c'est le moment pour nous, en tout cas, car tout augmente, notamment les frais de diffusion, notamment tout ce qui tourne autour de la production, et vraiment, il est important que vous nous souteniez financièrement si vous en avez la possibilité. Je vous rappelle que votre soutien est défiscalisé à hauteur de 66% et de 60% si vous êtes une entreprise. Et les entreprises sont également bienvenues. Nous allons maintenant tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec David Jays, président d'une société de conseil, avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmidt, présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le 21e siècle selon Marx ». Il est ainsi chapeauté. Pour la première fois, Le 1 vous présente son Printemps des philosophes, une trilogie de numéros qui interroge, à l'aune du XXIe siècle, la vision du monde de ceux que Paul Ricoeur appelait les philosophes du soupçon. Marx et sa critique d'un système économique aliénant ouvrent la marche, suivront Freud et son exploration inédite des abysses de l'esprit humain, puis Nietzsche et ses coups de boutoir contre les croyances des hommes. Mercredi, nous mettrons en ligne le 3e de notre série d'entretiens avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur les rapports entre les musiciens et le pouvoir, de Jean-Baptiste Lully à Pierre Boulez. En France, tout doit passer par la politique, y compris la musique. Et il se peut, c'est en tout cas la thèse que soutient Marie-Vonne de Saint-Pulgent, thèse fortement illustrée dans un très beau livre, qui se peut que tout ça aboutisse à une impasse dont la dernière figure a pour nom Pierre Boulez. Le prochain enregistrement du Nouvel Esprit Public aura lieu le dimanche 7 juin à l'école alsacienne et on peut s'y inscrire dès maintenant. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Passons maintenant à notre premier sujet, celui de l'élection présidentielle. Et à quoi bon tous ces candidats ? À un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, chaque camp cherche à désigner son champion et chaque champion essaie de convaincre son camp qu'il en est le candidat naturel. Si la question ne se pose ni au Rassemblement national, où les figures incontestées de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella s'imposent, ni à la France insoumise, rangée derrière son leader Jean-Luc Mélenchon, elle vire au casse-tête, au bloc central macroniste comme à droite, et chez la gauche non mélenchoniste. L'organisation d'une éventuelle primaire fait donc débat. À défaut de s'entendre, l'obtention des 500 signatures nécessaires au dépôt d'une candidature pourrait peut-être alors faire office de coup près. Ils étaient 10 en 2012, 11 en 2017, 12 en 2022 et en 2027, le nombre de candidats pourrait dépasser les 16 prétendants de 2002. Les nuances sont nombreuses, il y a les déclarés, les probables, les je n'exclus rien, je me sens prêt, les je serai candidat mais seulement dans le cadre d'une primaire, les improbables, etc. Une vingtaine de candidats sont identifiables, 10 déclarés, 6 probables et 9 potentiels. On les retrouve aussi bien à gauche, on en compte 11, qu'au centre, on en dénombre 3, à droite où il serait 5, et à l'extrême droite où il pourrait se compter 6. La concurrence ne se joue plus seulement entre partis, mais en leur sein. Ainsi, entre Boris Vallaud, Olivier Faure, Jérôme Guedj et François Hollande au Parti socialiste, entre Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin pour le bloc central, entre Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, David Lisnard et Michel Barnier chez les Républicains, etc., etc. Cette floraison est d'autant plus turbulente que 2027 marque une rupture institutionnelle. Pour la première fois depuis 1995, le président sortant ne peut pas se représenter, Emmanuel Macron ne peut pas briguer un 3e mandat, de quoi aiguiser les appétits de son camp. À gauche, le spectre de 2002
lorsque 8 candidats de gauche avaient abouti à l'élimination surprise de Lionel Jospin au premier tour. Ce spectre est dans toutes les têtes, même peur à droite. C'est pourquoi 90 parlementaires et ministres de la droite et du centre ont signé un appel à trouver un candidat unique pour 2027. Face à l'incapacité des partis à faire le tri, les primaires permettent ou permettraient de clarifier les lignes et de désigner des candidats uniques dans des conditions très concurrentielles, mais si elles ont pour effet de structurer et de réduire les candidatures, nombreux sont ceux à en refuser l'exercice. Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, les mieux placés à gauche, s'y opposent par exemple catégoriquement. La dispersion des candidatures favorisera une qualification au second tour avec un seuil bas. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Effectivement, on peut compter déjà une vingtaine de candidats, et encore en comptant parmi ceux qui sont à peu près sérieux. Il y a une série de raisons qui expliquent cette multitude de candidatures. D'abord, c'est la saison. On est à 1 an de l'élection, donc c'est le moment de se lancer, et un certain nombre de personnes font un tour de piste. On peut difficilement le leur reprocher. Un tour de piste qui permettra de voir si elles sont en situation ou pas. Et puis, on aura une première décantation en septembre, une deuxième en janvier. Et à partir de là, on verra un peu comment les choses se présenteront. La deuxième raison, c'est, vous l'avez déjà mentionné, l'affaiblissement des partis politiques, qui n'est plus à documenter. C'était le rôle traditionnel des partis politiques de sélectionner des candidats. Elle y arrive beaucoup moins bien parce qu'il est concevable aujourd'hui de mener une campagne et de la gagner, comme l'a montré Emmanuel Macron, en dehors des partis. Même si ce n'est pas toujours facile, j'y reviendrai. Donc le nombre actuel de candidats s'explique par le cumul des partis qui veulent un candidat, le RN, le Parti communiste, Reconquête, etc. Et puis des candidats sans parti ou qui se disent qu'ils peuvent se lancer en dehors des partis et qui profitent du vide laissé par la faiblesse actuelle des partis. Troisième raison, il n'y a pas de procédure incontestable pour désigner des candidats. Le parti LR a consulté ses adhérents pour désigner son candidat Bruno Retailleau, mais il n'y a pas de règle stable d'un parti à l'autre. Et puis la primaire, procédure défendue en son temps par Terra Nova, ne règle pas tout. Elle ne marche pas toujours. Elle a bien marché pour François Hollande, donc en 2012, mais cette année, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors on pourrait faire une très longue discussion sur les avantages et les inconvénients des primaires. Moi, je suis arrivé à la conclusion que le problème principal, au-delà de toutes les questions de procédure, etc., d'une primaire, c'est que tous les participants à une primaire doivent s'engager de façon absolument résolue à soutenir le vainqueur. C'est-à-dire pas seulement à accepter le résultat, mais à accepter la sanction politique de celui qui a gagné et donc de se mettre derrière le candidat. Or, aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on ne peut pas admettre des situations où des frondeurs, après avoir admis le résultat d'une primaire, viennent ensuite contester le candidat de leur propre camp. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'imagine pas une primaire à gauche, par exemple, allant de Jean-Luc Mélenchon à Glucksmann, dans laquelle Mélenchon se rangerait derrière la ligne politique de Glucksmann si celui-ci gagnait la primaire, ou l'inverse. Et pareil à droite, si on imagine une primaire, comme certains le disent, de Attal à Knafo, on n'imagine pas Sarah Knafo accepter la ligne politique de Attal au cas où Attal gagnerait les primaires. Donc, autrement dit, une primaire n'est possible qu'au sein d'une même famille politique. Elle ne peut pas déterminer le périmètre d'une famille. Et puis, il y a une quatrième raison, c'est que les ambitions aujourd'hui sont stimulées par la configuration de l'élection, c'est-à-dire un seuil de qualification au second tour qui pourrait être assez bas. D'après les sondages aujourd'hui, le RN est à peu près, pourrait tabler sur un résultat autour de 33% au premier tour, ce qui est très haut, mais ça laisse pour la deuxième position la place pour 4 candidats qui pourraient se trouver dans une fourchette entre 15 et 20%. Et entre ces 4 candidats qui se trouveraient dans cette fourchette au-dessus de 15%, il suffit d'un écart minime pour être qualifié au second tour. Et après, au second tour, comme il sait, beaucoup de candidats tablent sur ce qui a profité, par exemple, à Emmanuel Macron, c'est-à-dire un deuxième tour de rejet du Rassemblement national qui facilite l'élection.
Et donc, je pense que par défaut, ce sont les sondages qui feront le tri. Ce n'est pas l'idéal, mais je pense qu'on n'a pas mieux aujourd'hui. Alors, je signale quand même qu'il y a des éléments de régulation, deux, trois rappels. D'abord, pour mémoire, quand même, les parrainages. Ça, c'est un feuilleton qui a servi à occuper la pré-campagne pendant des années de la part de Jean-Marie Le Pen, de se mettre en position de victime. J'ai jamais compris pourquoi les médias donnaient autant d'écho à cette campagne du RN, parce qu'il faut quand même rappeler que le chiffre est compliqué à établir, mais entre 40 000 et 45 000 élus sont habilités à parrainer un candidat et qu'il faut 500 signatures. C'est-à-dire 500 sur 45 000, c'est autour de 1%. Donc un candidat qui n'est pas capable de réunir 1% des signatures des élus, c'est vraiment qu'il n'est pas habilité à faire la campagne. Et d'ailleurs, je rappelle que, par exemple, François Asselineau ou Dupont-Aignan n'ont jamais été bloqués par cette histoire de signature. Donc c'est vraiment une fiction d'en faire un élément aussi central de la campagne. Deuxièmement, il y a quand même un problème de financement. En moyenne, une campagne coûte entre 7 et 9 millions d'euros, et même pour des petits candidats, entre 1 et 5 millions d'euros, avec des possibilités de remboursement qui sont limitées, puisque si le candidat n'atteint pas 5% des suffrages exprimés, il n'a qu'un remboursement forfaitaire qui est d'environ 800 000 euros, et s'il atteint au-delà de 5% des voix au premier tour, le remboursement peut atteindre 47,5% du montant des dépenses dans un plafond de 16,8 millions d'euros. Donc cette question du financement a quand même de quoi faire réfléchir des candidats qui ne peuvent pas se lancer comme ça sans soutien. Et puis je signalerai en conclusion, simplement, moi, ce qui me semble être la grande question cachée derrière ces candidatures, c'est un président, mais pour quelle majorité parlementaire ? Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité au Parlement, donc on peut supposer qu'il y aura une dissolution après l'élection présidentielle, mais moi je pense que rien ne garantit aujourd'hui l'effet de raz-de-marée qui, jusqu'à présent, sauf à la dernière élection, a accordé une large majorité au président. Et moi, donc, je pense qu'un nouveau vote donnerait plutôt une assemblée divisée et probablement ingouvernable, sauf si un contrat de coalition était annoncé à l'avance. Lucile Schmitt. Oui, Marc-Olivier a très bien parlé de l'ensemble des tenants et aboutissants de ce qui est devant nous. Je crois qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que la grande crainte qu'on a pour cette élection présidentielle, c'est la bascule vers l'extrême droite, et que pour cette raison même, le nombre de candidats apparaît à ceux qui appartiennent à la société civile, aux électeurs, à ceux qui ne votent pas non plus, comme totalement déraisonnable. Donc ça marque aussi un malaise démocratique profond entre ceux qui font de la politique et ceux qui ne font pas de politique mais qui vont voter. Et ça, c'est un problème dans une grande démocratie comme la France, que d'imaginer ce gap, ce fossé qui ne cesse de croître entre ce microcosme politique où moins on est nombreux, plus on est candidat, et puis ceux qui vont aller voter et qui se demandent qu'est-ce que peut être un vote utile lorsqu'il s'agit de lutter contre le Rassemblement national. Et aussi rappeler que pour peut-être 35 à 40% des Français dans les sondages, cette élection de bascule est aussi un moment d'espoir, puisque aujourd'hui, beaucoup de Français aspirent à ce que le Rassemblement national préside la France. Donc on est dans un moment incroyablement grave, dont je rappelle qu'il tire ses racines il y a très longtemps. Au fond, rappelons-nous de cette élection de 2002 où Lionel Jospin n'est pas qualifié au deuxième tour, qui est un traumatisme profond à gauche. Et donc on est dans la fin de ce traumatisme en se demandant s'il va aboutir, se cristalliser par rapport à l'élection de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, sans doute plus probablement Jordan Bardella comme candidat compte tenu du procès de Marine Le Pen dont on connaîtra l'issue à l'été. Donc c'est quand même un moment terrible, et ce caractère déraisonnable de ceux qui font de la politique, quand Marc-Olivier dit c'est normal de faire un tour de chauffe, beaucoup de gens se disent mais non, c'est pas normal compte tenu de ce qui nous menace. Donc ça me semble un premier point important. La deuxième chose importante, c'est de rappeler que lorsqu'Emmanuel Macron est élu en 2017, au fond, c'est à la fois un espoir et un symptôme de décomposition de ce qui est effectivement le système politique français, rôle des partis, contenu programmatique aussi. Qu'est-ce que c'est que la différence entre la droite et la gauche ? Lorsqu'il dit qu'il faut dépasser la droite et la gauche, il réunit une majorité de suffrages, mais au fond, il montre aussi comment la droite et la gauche sont incapables d'être les laboratoires d'idées qu'elles devraient être en termes de projet de société et aussi en termes d'exercice du pouvoir, d'état de droit, etc. Donc, Emmanuel Macron a été un espoir, et au fond, ce qui s'est joué à travers 2 mandats, c'est une forme de décomposition qui s'est accélérée, et ça, c'est une difficulté supplémentaire. Au fond, qui croire, en qui avoir confiance ? Ceux qui nous ont
promis qu'ils allaient contre le Rassemblement national, c'était quand même la promesse d'Emmanuel Macron, grâce à moi, le Rassemblement national s'affaiblira. Au fond, ce qui s'est passé, c'est un renforcement de ce Rassemblement national, qui n'est évidemment pas seulement dû à Emmanuel Macron, qui est dû à une question collective. Et par rapport à ce que disait Marc-Olivier, ce qui me semble essentiel, c'est qu'aucun de ces candidats, au fond, effectivement, tu nous disais, ce qui est essentiel, c'est ce qui va se passer après. C'est, au fond, les élections législatives, le rôle de l'Assemblée nationale. On aurait pu imaginer que les mandats d'Emmanuel Macron, comme ils ont plutôt affaibli la figure présidentielle, allaient nous amener vers un régime plus parlementaire. Et au fond, ce qui se passe, c'est qu'on a à la fois un affaiblissement de la figure présidentielle et un affaiblissement de ce que pourrait être l'issue parlementaire. Et donc, le spectacle de l'Assemblée nationale aujourd'hui est navrant. Et il nous reste à regarder le Sénat, qui est quand même une chambre ultra-conservatrice, comme une sorte d'espoir. Et ça, j'ai du mal à le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à ce sentiment de décomposition qui n'affecte pas seulement la figure présidentielle, qui affecte aussi l'ensemble de la classe politique? C'est ça qui est évidemment le carburant du populisme, mais c'est ça aussi qui devrait nous amener à nous interroger sur ce que serait un bon scénario parlementaire, un scénario collectif. Est-ce que tous ceux qui font un tour de chauffe, qui font un tour de piste, peuvent être de bons ministres? On n'a pas ce sentiment aujourd'hui. En tout cas, il faudrait qu'ils puissent nous dire, au fond, moi, je participe à un projet collectif. David Jays. Oui, il y a la saison des champignons et il y a la saison des candidatures à l'élection présidentielle. C'est pas exactement au même moment, mais ça prolifère de la même manière. Et je pense qu'il faut le voir comme un sous-produit folklorique et au fond assez anecdotique d'une lente décomposition politique française. Et cette décomposition, il importe de la mettre en perspective historique. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, elle a été votée par référendum en 1962 parce que De Gaulle voulait définitivement installer le président comme homme de la nation, clé de voûte des institutions, au-dessus du régime des partis et du régime parlementaire. Et il y a eu une première phase de la Ve République jusqu'à 1981, durant laquelle les présidents de la République étaient peu ou prou des grands technocrates. Alors De Gaulle était, lui, auréolé de la légitimité historique. Pompidou et Giscard étaient des grands technocrates à la tête de formations politiques. Mais le président était au-dessus, véritablement, du marécage partidaire et parlementaire. L'élection de François Mitterrand amène une deuxième phase dans l'histoire de la Ve République et de l'élection présidentielle, qui est l'alternance, avec un grand A. Et là, l'élection présidentielle se branche davantage sur le régime des partis, mais c'est un régime bipartisan. Et comme le mouvement du pendule, on alterne de la gauche à la droite. Et au fond, les primaires socialistes organisées après le très bon rapport de Terra Nova n'étaient qu'une volonté de réoxygéner ce régime bipartisan, fort du constat que les grands partis de gouvernement s'étaient tellement étiolés qu'il importait de les régénérer en sollicitant un corps électoral bien plus large que le simple corps des militants. Cette deuxième phase, donc bipartisane, elle a eu deux coups de couteau très significatifs. Le premier coup de couteau, ça a été l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002. La preuve que le tic-tac de l'alternance était déréglé et qu'un troisième parti pouvait se faufiler et au second tour, un troisième homme ou un troisième candidat. La deuxième entaille, le deuxième coup de couteau, c'était évidemment l'élection d'Emmanuel Macron, qui était un peu sorti de nulle part, ce jaillissement spontané d'un candidat centriste qui avait aggloméré des gens de gauche, de droite et qui était ni de gauche ni de droite. On aurait pu se dire que Emmanuel Macron allait stabiliser la vie politique et inaugurer une troisième phase. En fait, il n'en est rien. La décomposition du bipartisme se poursuit et cette multiplication de candidatures n'est qu'en fait une lointaine conséquence de cette décomposition politique que le politiste Pierre Martin appelle la fragmentation politique, qui est le propre de toutes les démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux grands partis de gouvernement, un conservateur, un social-démocrate qui font 40% des voix, on a de plus en plus de boutiques qui font 7, 8, 15% des voix. Et c'est très lié à l'évolution contemporaine de la politique. Et donc pas étonnant qu'on ait une prolifération de candidatures. D'autant plus que les cadres partidaires ne tiennent plus. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, en fait, on a une succession de primaires sauvages, arbitrées par l'opinion publique et par les médias, qui se jouent à ciel ouvert. Donc, c'est intéressant de se dire, par exemple, que dans l'espace social-démocrate, on a 4 ou 5 candidatures putatives, dont 2 à l'intérieur du Parti socialiste, 2 à l'extérieur du Parti socialiste, que dans l'espace du centre-droit et de ce qu'on appelait le bloc présidentiel, on a 3 candidatures. Et en fait, au fond, c'est pas très grave et c'est pas très important.
Parce que, et c'est le grand paradoxe, on a une sissiparité et une prolifération de candidatures, alors que, comme jamais auparavant, il n'y aura qu'un seul inducteur de vote en 2027. Un seul inducteur, un seul vrai inducteur de vote, ça va être le vote utile. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un bloc électoral qui va voter pieds et poings liés pour le Rassemblement national et qui est granitique. C'est-à-dire que c'est une erreur de penser que ce bloc peut être facilement désagrégé. C'est à mon avis une erreur de Retailleau, de penser qu'il peut aller, comme l'avait fait Sarko en 2007, chercher les voix du Rassemblement national. Ce bloc, il est granitique. Et en face, je pense que dès le premier tour, le comportement des électeurs, ça va être de voter pour le ou la candidate qui apparaîtra comme le plus en situation de battre le Rassemblement national au second tour. Et donc, il y a quelque chose d'un peu cocasse de voir d'un côté 40-45 candidatures potentielles, alors qu'on sait très bien que le principal inducteur de vote, ça va être pour ou contre le Rassemblement national, débat qui structure aujourd'hui la vie politique française. Nicole Nisotto. Oui, moi je voudrais reprendre beaucoup de choses ont été dites, je suis d'accord avec tout le monde, même si vous n'êtes pas d'accord entre vous, je suis d'accord avec tout le monde. Mais c'est un métier. Je voudrais continuer sur ce qu'a dit Lucille Schmitt. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans ce foisonnement de candidatures, c'est que ce sont des candidatures, non pas à la présidentielle, mais des candidatures au deuxième tour. Puisque tout le monde est persuadé que le RN sera au deuxième tour. Et donc, ce qui est navrant, c'est que tous ces candidats, que ce soit à gauche, au centre ou à droite, au lieu d'avoir d'abord une stratégie entre eux pour définir lequel est le plus apte à battre le RN au deuxième tour, il y a, au lieu d'avoir une stratégie et d'élire le meilleur, on a une floraison d'ambitions personnelles sans aucune stratégie. Autrement dit, on met la charrue avant les bœufs. Je donne l'exemple de la Hongrie, où la gauche, comme un seul homme, pour faire battre Viktor Orban après 16 ans de mandat, vous me direz, il n'y a pas eu 16 ans de mandat du RN, a décidé de se retirer carrément du scrutin. Ils ont perdu tous leurs députés au Parlement hongrois de façon à assurer la victoire de Magyar. Or, en France, on est incapable d'avoir, en tout cas les partis sont incapables d'avoir cette réflexion sur quel est le meilleur candidat pour battre le RN au deuxième tour. C'est pour ça que peut-être, David, je nuancerais fortement. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres moteurs de l'élection présidentielle que ce fameux Front républicain qui prend du plomb dans l'œil. Ciotti est d'accord pour une alliance. Sarkozy a dit que pourquoi pas. Moi, je pense que le vrai inducteur du vote l'année prochaine, ce sera la situation géopolitique mondiale qui, pour la première fois, pourrait faire peur aux Français. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, pour Marc-Olivier Padis, je suis d'accord avec toutes les raisons que tu as données. Il y en a une autre qui est évidente, qui est tout simplement l'ambition personnelle, parce que certains sont candidats tout simplement pour pouvoir être ministre un jour. Je ne vais pas citer des noms, mais enfin, il y en a plein qui feraient mieux quand même de s'abstenir. Et troisième raison, effectivement, c'est l'exemplarité d'Emmanuel Macron. Ce garçon est sorti de nulle part, sans parti, sans argent, sans base, sans électorat, sans mandat. Et il a réussi un exploit extraordinaire. Et beaucoup, aujourd'hui dans le monde, je parle de Donald Trump de 2016, je parle de Zelensky en Ukraine quand il a été élu, cette idée que peut parvenir au poste suprême dans un pays un candidat qui n'a pas tout cela derrière est une idée qui devient assez répandue, et donc ça multiplie les candidatures, et il y en a d'autres possibles. Moi, je vois qu'on parle beaucoup de Michel-Édouard Leclerc peut-être comme un candidat, d'autres sont également possibles. Donc ça, c'est pour répondre pour ajouter en tout cas quelque chose à la liste des raisons qu'a justement donné Marc-Olivier Padis. Mais moi, ce que je voudrais dire aussi, et ça, ce qui me navre, c'est qu'on a pléthore de candidats et vacuité totale du débat politique. C'est-à-dire que ce soit les primaires ou les sondages, on demande aux militants pour les primaires, aux opinions pour les sondages, de se déclarer sur tel ou tel candidat, alors qu'on ne sait absolument pas quel est le programme de ces candidats pour l'avenir de la France. Et quand on regarde le débat électoral, ces gens se disputent. Effectivement, il y a disputatio au sens classique du terme, mais non pas sur la substance, mais sur les méthodes. Il y a débat
sur quel est le mode d'élection, est-ce que c'est primaire ou sondage. Et deuxième débat plus important à leurs yeux, quelle est l'alliance du deuxième tour? À droite, est-ce qu'on s'allie au RN? À gauche, est-ce qu'on s'allie avec LFI? Tout cela est absolument navrant, et je comprends ce que disait Lucille Schmidt c'est vraiment une crise majeure de notre démocratie, d'autant plus que le monde extérieur est dans une révolution majeure dont la classe politique française donne l'impression qu'elle n'en a absolument pas conscience. Il y a une chose qui, moi, m'a frappé, c'est qu'il suffit de se déclarer candidat pour être invité dans les émissions d'information des médias publics, beaucoup plus que des médias privés, quels qu'ils soient. Et au fond, si on a quelque chose à vendre, un bon moyen est de se déclarer président. Je tiens d'ailleurs à dire que personnellement, mais je vais en faire l'annonce aujourd'hui, comme je suis membre d'une minorité qui a été très longtemps persécutée, je vais, au nom de cette minorité, songer à présenter ma candidature. Non, les Aveyronnais sont pas une minorité, enfin ils sont une minorité, mais c'est eux qui dirigent le monde, comme tout le monde sait. Non, c'est la minorité des gauchers contrariés, qui est en voie d'extinction et qui n'a jamais été défendue par personne. Et donc, au nom de cette minorité, j'espère être invité sur beaucoup de plateaux de télévision. David Geiz. Oui, moi je suis aussi navré que vous, mais pas aussi inquiet que vous. C'est-à-dire que cette explosion de candidatures, elle est, je le maintiens, pour moi liée au fait que, comme il n'y a pas de candidat qui s'impose comme l'alternative à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella ou à ce bloc RN, tout le monde se dit pourquoi pas moi, je vais tenter ma chance. Et au fond, il va y avoir un jeu d'élimination successive. Ça va être assez marécageux pendant longtemps. Ça peut aller jusqu'au mois de janvier ou au mois de février. Et puis, les sondages vont être les juges de paix petit à petit. Je pense qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal ont un deal, par exemple, avec même une date butoir, où l'un se retirera au profit de l'autre. Je pense qu'il y aura un deal similaire au sein de l'espace social-démocrate. Je pense même qu'à un moment, s'il y a un candidat de gauche modéré qui est trop loin dans les sondages, il se retirera pour Édouard Philippe ou vice-versa. Donc je ne suis pas très inquiet de ça. Moi, ce qui me navre, Nicole, en réalité, c'est plutôt la pauvreté intellectuelle du projet politique alternatif au non-projet du Rassemblement national. Il n'y a pas de programme. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais revenir sur cette expression de vote utile dont j'avais parlé, que David a reprise, qui a été reprise par Nicole. On voit bien qu'on aimerait voter utile, mais qu'on ne sait pas ce que ça veut dire dans le cadre de cette élection. Et je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a un point important, c'est qu'il y a une porosité évidente d'une grande partie des idées de la classe politique aux idées de l'extrême droite. Ce qui se passe sur le front migratoire est à la fois intéressant et extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on voit bien que pratiquement l'ensemble de la droite, y compris Édouard Philippe, qui là-dessus a des positions extrêmement dures, alors qu'il apparaît comme un candidat plutôt centriste et un héritier d'Emmanuel Macron, eh bien, on voit qu'en fait, il y a une porosité très forte aux idées du Rassemblement national. Et en ce qui me concerne, mon vote utile sera aussi un vote pour mes convictions. Et je pense que la question de l'absence de conviction affichée par les uns et les autres est un vrai sujet. En dehors de l'extrême de leur nombre, la question de la conviction politique disparaît, et ça me semble un point important. Deuxième élément, les règles du jeu. Philippe a soulevé le fait que, au fond, n'importe qui se déclare président, dit élève son petit. C'est moi qui suis candidat. Je rappelle que Dominique de Villepin est présenté presque comme un candidat de gauche. Maintenant, c'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant, c'est les règles du jeu qui aujourd'hui aboutissent plutôt à favoriser, me semble-t-il, le Rassemblement national ou Jean-Luc Mélenchon, parce que là, il y a quelque chose de cristallisé, de solidifié, tandis que, au fond, ce que montrent les médias, c'est plutôt un immense bordel. Et donc, comment est-ce que les règles du jeu médiatiques par rapport à cette campagne présidentielle peuvent structurer le débat? C'est une question qui est posée à tous les journalistes, qui est posée à tous les régulateurs des médias aujourd'hui. Marc-Olivier Pélis. Oui, juste une petite remarque sur deux analyses de Nicole. Sur l'exemple hongrois, effectivement, on peut souhaiter que des candidats se retirent, mais ça, c'est plutôt au dernier moment. C'est pas le calendrier tout de suite. Là, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour se retirer. Et donc, voilà, c'est le tour de manège. Les gens font un petit tour et puis s'en vont. Je pense que ça va se passer comme ça. En revanche, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas de débat de fond sur les programmes. On sera amené sans doute à en reparler, sauf si, comme le pronostique David, il n'y aura pas vraiment de campagne, parce qu'en fait, il y aura une campagne
Et c'est tout à fait possible que ça se passe comme ça, de rejet du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, ça, effectivement, ça a un effet dévastateur sur le débat d'idées. Mais il y a un programme du Rassemblement national qui veut faire, qui a annoncé son programme, qui veut faire un référendum pour sortir d'un certain nombre de règles juridiques, à la fois de la Constitution, du niveau européen, de traités internationaux, qui veut changer 11 articles à la Constitution française. Et puis, il y a un programme de LFI qu'on connaît, avec une constituante qui nous amène je ne sais pas où. Donc, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont sur la table et qui seront, que nous serons amenés à débattre. Oui, justement, moi je suis complètement d'accord. Mais chez les partis dits républicains, il n'y a pas de programme. Et ça me donne envie de citer Madame Pernelle quand elle arrive chez son fils Orgon et disant, elle s'en va affolée de l'état de la France en disant on n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. David Jayes. Non, mais en fait, moi, je crois vraiment que Lucile, je pense que tu t'avances un peu quand tu dis que tu voteras pour tes convictions au premier tour, parce que s'il y a un risque de second tour, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, et donc de victoire de Jordan Bardella, tu verras qu'on sera nombreux à voter pour le ou la candidate qui nous paraîtra le plus qualifié pour battre le Rassemblement national au second tour. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième... Cela dit, quand je me propose de me présenter au nom des gauchers contrariés, je ne fais que suivre la ligne qui a été tracée par Emmanuel Grégoire, qui expliquait que c'était pas sa faute s'il y avait des problèmes de pédophiles autour des écoles primaires, parce que lui-même avait été violé, ou de Gabriel Attal, qui explique que ça a été très difficile pour lui d'être Gabriel Attal. C'est un sujet. Non pas Gabriel Attal, mais l'éruption de la lamentation personnelle à titre d'argument politique. Que peut, nous demandons-nous, que peut espérer le Liban ? Les hostilités entre Israël et le Liban ont redémarré le 2 mars avec la violation du cessez-le-feu en vigueur par le Hezbollah pro-iranien en représailles à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Depuis, la riposte de l'État hébreu a fait plus de 2400 victimes au Liban, dont de nombreux civils et plus d'1 million de déplacés. Sous l'égide des États-Unis, des rencontres ont eu lieu le 14 avril à Washington entre Libanais et Israéliens, alors que les deux pays sont toujours officiellement en guerre depuis 1948. Après 6 semaines de combat, un cessez-le-feu a été annoncé unilatéralement par Donald Trump le 17 avril, et les pourparlers ont été aussitôt critiqués par le Hezbollah, alors que la milice a assuré qu'elle gardait pendant ce cessez-le-feu le doigt sur la gâchette. L'exécutif libanais, lui, marche sur des œufs. S'il s'est engagé à assurer le désarmement du mouvement, son armée s'est bien gardée d'agir contre la puissante milice armée alliée de Téhéran, dont les capacités militaires sont bien supérieures. Le sud du Liban, aujourd'hui bastion du Hezbollah, est un point de fixation stratégique de l'État hébreu et de ses pères fondateurs depuis plus d'1 siècle. Le 19 avril, l'armée israélienne a publié une carte montrant une zone tampon le long de la frontière qui rappelle la longue occupation israélienne du sud du Liban de 1982 à 2000. Cette zone de défense avancée, délimitée par une ligne jaune de démarcation, est similaire à celle tracée dans la bande de Gaza après le cessez-le-feu d'octobre 2025. Les militaires israéliens y procèdent à des destructions systématiques des habitations, à l'image de ce que Tsahal fait dans la bande de Gaza. Désormais, leur armée interdit aux Libanais d'entrer dans cette zone de défense qui couvre 6% du territoire du pays. L'occupation israélienne du Liban risque de galvaniser les sympathisants du Hezbollah, alors que la décision du mouvement d'entrer en guerre avait été largement critiquée, y compris parmi ses soutiens traditionnels. Un nouveau round de négociations entre diplomates libanais et israéliens s'est déroulé le 23 avril dans la capitale américaine. À moyen terme, les deux pays partagent des intérêts, que le cessez-le-feu soit prolongé pour bâtir les conditions d'une paix durable qui respecte à la fois l'intégrité territoriale du Liban et désarme le Hezbollah. Ce désarmement doit être orchestré par le Liban et par lui seul afin d'éviter une confrontation avec le parti chiite et de risquer d'entraîner le pays où cohabitent communautés chiites, sunnites et maronites dans une guerre civile, fait-on valoir, à Paris. À l'issue des pourparlers, Donald Trump a annoncé une prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu entre les deux pays. Les parties ont toutes salué des discussions historiques, mais la presse régionale rappelle qu'en l'absence du Hezbollah autour de la table, une paix durable reste une illusion. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui,
Associer le mot espoir et le mot Liban, c'est presque créer un oxymore, tant la situation apparaît difficile et l'horizon bouché de toutes parts. On a l'impression qu'il y a une fatalité de guerre, de corruption, de malheur sur ce pauvre Liban. Alors je vais d'abord essayer d'en donner 2 raisons. Pourquoi ce sentiment de fatalité et après peut-être donner deux espoirs possibles. La fatalité, la première, c'est que le Liban est tout simplement le terrain d'incarnation de toutes les guerres du Moyen-Orient. Il y a le conflit israélo-palestinien depuis 1948. Le Liban a accueilli à l'époque 400 000 réfugiés palestiniens et ça n'a pas cessé. Après la guerre des 6 jours, les Fédayines sont arrivés au Liban et c'est eux d'ailleurs qui ont assassiné Gemayel. Donc première guerre qui s'incarne dans le territoire libanais. La deuxième guerre, c'est plus récemment la guerre civile aussi en Syrie en 2011. Le Liban a accueilli, petit pays de 6 millions d'habitants, le Liban a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens, ce qui a complètement également déstabilisé disons, l'équilibre social du pays. Et la troisième guerre qui s'incarne sur le territoire libanais, c'est évidemment le conflit israélo-iranien. Le Hezbollah naît en tant que milice armée en 82, après, pour riposter aux attaques israéliennes sur le sud Liban, et depuis il n'a cessé de s'armer, et il est devenu un des proxys les plus puissants de l'Iran dans la région, dont l'objectif est de détruire effectivement l'État israélien. Et donc, le seul espoir véritablement de paix pour le Liban, c'est qu'il y ait la paix dans ces 3 conflits, ce qui laisse quand même passer un certain nombre d'années, de décennies, j'espère pas de siècles. Encore que ça va mieux sur le côté syrien. La deuxième raison de fatalité, c'est l'absence d'État ou le fait que le Liban est pratiquement dès l'origine un État failli, puisque dès la Constitution de 26, c'est un État confessionnel et donc les postes sont répartis extrêmement de façon rigide. Donc le président de la République est un chrétien maronite, le premier ministre est un musulman sunnite et le chef du Parlement est un musulman chiite. Et ça reste encore vrai aujourd'hui. Sauf que l'équilibre démographique a changé. Les chrétiens étaient plus de 54% en 1950. Ils sont aujourd'hui 34%. Et les musulmans qui étaient 34% sont aujourd'hui 60%. Or, le système est bloqué. Et en plus, le système interconfessionnel est également présent dans toutes les structures de l'État, c'est-à-dire dans l'armée. Donc il y a énormément d'officiers et de soldats dans l'armée qui sont des musulmans chiites. Et on ne les voit pas en train de faire la guerre au Hezbollah, qui sont également des chiites. C'est pour ça que l'idée de désarmer le Hezbollah, qui est effectivement la seule solution, est infaisable parce que l'armée libanaise ne peut pas le faire, même si on dit qu'il faut que ce soit le Liban, mais elle ne peut pas, sinon c'est la guerre civile. Deuxièmement, Israël n'a pas le droit de le faire, en tout cas nous considérons qu'il n'a pas le droit de le faire parce que ce serait aggraver la guerre et en plus, chaque fois qu'Israël est intervenu contre le Hezbollah s'est renforcé, de même qu'à Gaza, chaque fois qu'on veut tuer le Hamas se renforce et ça ne peut pas être non plus le Hezbollah qui de lui-même décide de rendre les armes, ou alors il faudrait que l'Iran soit devenu une démocratie à l'américaine pour que le Hezbollah décide. Donc on voit bien que cette structure de l'État est est un élément qui entraîne le Liban dans une fatalité de malheur. Alors quels sont les espoirs possibles pour ce pays ? Ou du moins, dans quoi met-il son espoir ? Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Le premier point, je crois, c'est le maintien de sa souveraineté. Ça, c'est véritablement pour le Liban, comme pour l'Ukraine d'ailleurs, sur un autre théâtre d'opération, le b.a.-ba de tout processus de réconciliation. Or, pour l'instant, on en est loin, puisque Israël a non seulement vidé de ses occupants, mais détruit toutes les maisons dans une grande partie du sud Liban, c'est-à-dire l'objectif est véritablement que les Libanais ne reviennent pas dans cette région. Donc c'est véritablement pas forcément une occupation militaire, mais une appropriation de ce sud Liban, ce qui est totalement une violation du droit international. Et la deuxième espoir du Liban,
justement pour éviter cela, c'est de ne pas être laissé dans un tête-à-tête entre lui et Israël. Aujourd'hui, les cessez-le-feu et les négociations qui ont lieu à Washington mettent le Premier ministre ou le président du Liban dans une situation totalement piégé, il est le faible par rapport au fort. C'est pour ça qu'il est venu voir la France avant d'aller à Washington. Il faut véritablement que la communauté, alors pas internationale, ça veut rien dire, mais que l'Union européenne fasse beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, avec un leadership français s'il le faut, pour ne pas le laisser, le Liban, tout seul face à Israël. Et je termine en disant qu'on a malheureusement raté une occasion de bien faire. L'Union a raté une occasion de bien faire en ne suspendant pas l'accord commercial entre l'UE et Israël, mais je pense que ça va venir. Marc-Olivier Padis. Oui, comme Nicole a fait un tableau assez complet de la situation, moi j'insisterai essentiellement sur 2 points. Le premier, c'est quand même, je crois qu'on sous-estime la capacité du Hezbollah à renaître après qu'on a pensé l'avoir complètement détruit. Je rappelle que au lendemain des massacres du 7 octobre, le 8, le Hezbollah a lancé des missiles contre Israël dans ce qu'il appelait une guerre de soutien avec Gaza. Et la réplique d'Israël ne s'est pas fait attendre. Donc, pour rappel, fin août 2025, une opération spectaculaire avec des pagers piégés a supprimé un certain nombre de cadres du Hezbollah. Et puis surtout, des frappes ciblées ont atteint le leader historique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, et 15 chefs importants du réseau. Et donc, les Israéliens pensaient avoir affaibli véritablement le Hezbollah, et en fait, il n'en est rien. De même, un accord avait permis à ce que l'armée libanaise elle-même chasse le Hezbollah du sud du Liban. Et malgré tout, en très très peu de semaines, le Hezbollah a été capable d'y revenir, de reconstituer un arsenal, de faire entrer de l'argent au Liban. Et donc ça montre un peu, disons, l'inanité de la volonté israélienne d'éradiquer complètement le Liban. Il peut pas y avoir, enfin le Hezbollah, pardon. Il peut pas y avoir un Liban sans population chiite. C'est pas possible. Et donc, les Israéliens ont une expression assez terrible, mais dont l'image est assez claire. Ils disent « on va tondre le gazon ». Donc, pour eux, c'est l'idée de supprimer régulièrement les chefs qui dépassent, mais en sachant très bien que ça revient derrière. Sauf que cette fois-ci, on a l'impression qu'un certain nombre de personnes, notamment Netanyahou lui-même, se dit « bon, cette fois-ci, on en finit complètement », mais ça peut provoquer une catastrophe absolument considérable, et peut-être la disparition du Liban, parce que si ça provoque une guerre civile, on peut imaginer un engrenage particulièrement sinistre. Et puis le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la question des négociations actuelles sur finalement cette double négociation États-Unis-Iran, Liban-Israël. Donc la situation est assez complexe parce que on ne sait pas si les négociations vont être liées ou séparées. L'Iran, qui a présenté ces derniers jours une espèce de projet de plan de paix de négociation, veut associer les deux fronts. Donc elle dit il faut négocier en même temps le cessez-le-feu pour l'Iran et le cessez-le-feu pour le Liban. Et c'est assez logique de sa part, puisque, comme Nicole l'a dit, le Hezbollah est un de ses proxys, et donc c'est un de ses atouts de négociation via son pouvoir de nuisance dans la région à travers le Hezbollah. Deuxièmement, Israël veut séparer les deux dossiers, puisque après la première annonce de cessez-le-feu, Israël a annoncé que le cessez-le-feu ne concernait pas le Liban de ce point de vue-là, enfin de son point de vue, et Israël est prêt à entamer des négociations directes avec le Liban, cependant le Liban qui ne reconnaît pas Israël. Et le Liban, pour sa part, veut plutôt se dissocier du front iranien, d'une part pour préserver sa souveraineté, et d'autre part en montrant qu'il est d'accord pour négocier avec Israël, ce qui est une première. Mais le Hezbollah, lui, défend l'idée d'une unité des fronts et dénonce la négociation directe entre Israël
et le Liban. Alors là-dedans, que veulent les États-Unis? C'est un peu la question sur laquelle je finirai. Trump veut sans doute un deal. Est-ce qu'il veut un double deal? Est-ce qu'il peut l'obtenir? Est-ce qu'il peut imposer un cessez-le-feu durable au Liban via la pression sur Israël? C'est la question qui me semble ouverte aujourd'hui. Lucille Schmitt. Oui, par rapport à ce que vient de dire Marc-Olivier, je crois que déjà Trump ne savait pas très bien ce qu'était le Liban et que tout ce que nous a décrit Nicole en termes de complexité institutionnelle, de relations communautaires, etc., il n'en était guère conscient puisqu'il a quand même dit pendant 1 mois et demi qu'au fond, il n'en avait rien à foutre du Liban. Donc il a brusquement réalisé après le 8 avril et au fond les frappes qu'ont mené les Israéliens, qui ont conduit à la mort de plusieurs centaines de Libanais, il a brusquement réalisé que les Libanais existaient. Et donc moi, c'est vrai que je n'ai guère confiance dans la capacité de Trump à prendre en considération le sort du Liban. Sur ce qu'on vient de dire, sur est-ce qu'on disjoint ou pas, la difficulté importante, c'est évidemment que le Hezbollah empêche de disjoindre. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire qu'on disjoint les négociations, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas les disjoindre pour plusieurs raisons. C'est que le Hezbollah, qui existe depuis la fin des années 70, a progressivement, en fait, envahit l'ensemble de la vie libanaise, pas seulement la vie, d'abord il est présent au Parlement évidemment, ensuite il y a la question d'une présence armée, ensuite il y a la question des actions terroristes. Donc à partir du moment où le Hezbollah joue un rôle fondamental dans la vie des Libanais, à la fois sur le plan politique, institutionnel et sur le plan de leur vie quotidienne, comment pourrait-on disjoindre les choses, surtout que comme on vient de le rappeler, son chef historique a été tué par les Israéliens en 2024 et que depuis il s'est iranisé encore davantage. Donc c'est comme si, au fond, les Iraniens étaient présents au cœur de la vie libanaise. Et d'ailleurs, Nawaf Salam, qui est un premier ministre libanais extrêmement respecté, qui est un grand juriste, etc., il avait 2 objectifs, en fait, en arrivant comme premier ministre. C'était, d'une part, de faire exister l'état de droit au Liban, c'était ce qu'il proclamait, c'est-à-dire, au fond, de sortir de la vision communautaire et de désarmer le Hezbollah. On voit ce que ça donne, c'est-à-dire que le Hezbollah a, de manière unilatérale, engagé, en fait, le Liban dans la guerre. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ça montre 2 choses. C'est que la France a raison de vouloir s'impliquer. Emmanuel Macron a raison de vouloir s'impliquer. Mais il est évidemment tenu à distance par les Israéliens. Et la question, c'est qu'est-ce que va faire Donald Trump? Est-ce qu'il va comprendre que l'intérêt des Américains est, au fond, de redonner une place à la France? Et puis... la deuxième chose qui est importante, c'est que les Israéliens mènent au sud du Liban une guerre sans merci, en fait. Ils détruisent les villages, ils tuent des civils, et au fond, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire que c'est la question des tunnels, c'est la façon dont, au fond, le Hezbollah mène la guerre comme le Hamas, c'est-à-dire en mêlant étroitement le sort des civils et le sort des terroristes et des guerriers. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer de sauver les Libanais? Eh bien, uniquement avec une implication de la communauté internationale. Je rappelle que la FINUL et la force intérimaire de l'ONU a perdu plusieurs combattants pacifistes, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Là, on voit que la communauté internationale doit prendre des décisions et qu'il n'est pas question de laisser sur le sort du Liban un tête-à-tête avec Israël et arbitré par Donald Trump. David Jayes. Oui, je pense que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Liban, il faut repartir du 7 octobre, qui est un événement fondateur absolument majeur. Après c'est ce pogrom et cette tuerie abominable, le gouvernement israélien, dans un mélange de fureur, d'humiliation, de survie existentielle, mais aussi d'opportunisme politique et de suprémacisme ethnique, tout ça se mélange, s'est lancé dans une opération de restructuration de la carte du Moyen-Orient. On peut le dire comme ça. Alors, il y a eu les coups portés sur le Hamas, au prix de la destruction quasi totale de la bande de Gaza. Il y a eu les coups portés sur les Houthis au Yémen, autre proxy du régime iranien. Mais le coup le plus terrible, avant la guerre d'Iran, je vais y venir, porté sur le réseau iranien au Moyen-Orient, c'est le coup porté sur ce qu'on appelle l'axe occidental, c'est-à-dire le Hezbollah, lequel avait... L'axe occidental de la résistance iranienne. Ah, oui. C'est comme ça qu'on définit le Hezbollah, c'est-à-dire la partie occidentale en fait de cette hydre iranienne, et c'est comme ça que les appellent les stratèges israéliens. Et le Hezbollah, c'était une autre paire de manches que le Hamas ou que même les Houthis, parce que c'était 150 000 roquettes, c'était un réseau et une capacité militaire extrêmement puissante, avec la profondeur stratégique de la Syrie et de l'Iran derrière. Et
le coup qui a été porté avec la mort de Nasrallah, la décapitation d'une partie de l'état-major, il a été terrible, objectivement. Et le Hezbollah ne pourra pas reconstituer ses stocks de munitions et sa capacité militaire aussi facilement qu'on ne le dit. Donc, victoire tactique. En revanche, cette victoire tactique, pour moi, se double d'une immense défaite stratégique et d'une immense défaite morale. La défaite stratégique, c'est qu'en fait, dans ce chaudron et dans ce chaos moyen-oriental, Israël reste plus que jamais, aux yeux des opinions arabes et perses, un ennemi et un ennemi même existentiel. Et la défaite morale, c'est qu'Israël est devenu un des pays les plus détestés du monde et que ça met en danger aussi les communautés juives qui vivent à l'étranger. On le voit avec la résurgence de l'antisémitisme en France, au Royaume-Uni et même aux États-Unis où l'opinion américaine qui a été toujours très pro-israélienne est en train de basculer de l'autre côté, y compris, ça c'était une enquête du Pew Research Center, dans le camp républicain, ce qui est quand même assez incroyable ce qui se passe. Et donc face à ça, que peut espérer le Liban ? C'est vraiment, je crois que Nicole a posé des mots très justes. Le Liban, c'est une tragédie. Parce qu'au fond, après la mort de Nasrallah, on aurait pu se dire, pour la première fois depuis 40 ans, 45 ans, le Liban est débarrassé, provisoirement, mais débarrassé de l'emprise toxique du Hezbollah sur sa vie politique et sur le sud du Liban. Et Nawaf Salam a formé un bon gouvernement. Il y a des lois importantes sur le secret bancaire qui ont été votées. Il y a une tentative d'établir, c'est dans un pays ultra corrompu, ultra communautariste, c'est pas simple, mais une tentative d'établir des moignons d'état de droit. Et là, voilà que Israël mène une guerre d'éradication et de destruction sur ce qu'ils appellent la ligne jaune. Donc c'est la bande qui est en dessous du fleuve Litani. Et il faut pas s'y méprendre. C'est pas seulement une guerre de neutralisation des derniers éléments du Hezbollah, c'est aussi, parce que je disais tout à l'heure que la question de la survie existentielle et du suprémacisme se mélange dans la politique étrangère israélienne. Il y a une volonté de réaliser par les armes et à tout prix le grand Israël. La destruction de Gaza et maintenant la destruction en fait de cette bande sud du Liban où on détruit tout, bâtiments, civils. Enfin, c'est vraiment, on en fait un no man's land. C'est la politique de la terre brûlée. Et donc, c'est tragique de se dire qu'au moment où l'emprise toxique du Hezbollah était en train d'être défaite, au moment où l'opinion libanaise se révolte contre le Hezbollah, où il y a un bon gouvernement, où il y a un début d'état de droit, eh bien, l'armée israélienne, par ses agissements, est en train de remettre du chaos. Et le vrai sujet, en fait, c'est la question du sud du Liban. C'est-à-dire où la majorité chiite vit essentiellement. C'est est-ce que cette partie qui est à l'abandon économiquement, qui est extrêmement pauvre, peu développée, peut participer à un vrai projet national libanais, et est-ce que le Liban peut se développer à l'abri des agissements de l'armée israélienne? C'est ça, c'est l'indépendance du Liban et la reconstruction économique du sud du Liban qui détermineront une partie de l'avenir de ce pays. Mais les choses sont plus incertaines que jamais. Je crois que Marc-Olivier a raison quand il dit que la question même de la survie du Liban est en jeu aujourd'hui. Je vous remercie, nous avons atteint notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je me propose d'introduire en recommandant un film, Nous l'orchestre, un film de Philippe Béziat. Alors, Philippe Béziat, il faut savoir que c'est un grand connaisseur du monde de la musique et un grand spécialiste des différentes manières de filmer la musique ou bien d'en assembler les archives. Il fait partie, j'allais dire, d'une écurie, en tout cas d'une équipe, qui est l'équipe des films Péléas, qui sont connus pour leurs films de fiction, notamment Anatomie d'une chute, qui a été un scandale ou un triomphe selon les cas en France et dans le monde, mais aussi pour bien d'autres choses. C'est Philippe Martin qui est un très grand producteur, sans doute le meilleur producteur français actuel. Et Philippe Béziat a donc j'incite tout un chacun à se porté sur le site des films Péléas, où il verra la diversité des films musicaux qui sont proposés par cette société de production. Il y a notamment un film absolument désopilant, qui est un montage des soirées de gala à l'Opéra de Paris depuis l'après-guerre, même l'avant-guerre, non pas jusqu'à aujourd'hui, parce que maintenant c'est fini, ils vont plus à l'opéra, parce que ils ne reconnaissent la Marseillaise, les présidents, que quand les gens se lèvent, l'international quand ils dressent le poing, mais le site est lui-même très riche. Par ailleurs, ce film, qui est donc le fruit d'une année d'observation participante, si on peut dire, de l'orchestre de l'Opéra de Paris, est un film qui raconte l'orchestre du point de vue des musiciens, sans
aucun a priori idéologique, pas montrer que les uns sont mieux traités que les autres, etc. Mais il montre ce que c'est que d'être un musicien d'orchestre, et c'est assez difficile de le comprendre de l'extérieur, même quand on s'intéresse particulièrement à la musique. Et puis, la plupart des répétitions ou des concerts qui sont filmés dans ce documentaire sont dirigés par Klaus Mäkelä, le chef finlandais, qui est quelqu'un d'étonnamment solaire et charismatique et en même temps extrêmement doux, qui met très loin de ces chefs qui ont été des chefs admirables, comme Ferenc Fricsay ou comme, je pense aux Hongrois d'ailleurs d'une manière générale, qui se distinguaient en général par la vigueur, pour ne pas dire la violence de leur mode de direction. Bref, on est aux antipodes de Toscanini, qui n'en était pas moins un gigantesque chef, mais c'est quand même très intéressant de voir qu'avec des comportements aussi dissemblables, on peut arriver à des résultats musicalement aussi passionnants. David Chase. Je voudrais vous recommander le livre d'entretien qu'Alain Finkielkraut a fait avec Vincent Trémollet de Villers, qui s'appelle Le cœur lourd. J'avoue que je l'ai ouvert avec un peu de perplexité, parce que je me disais, on connaît bien Alain Finkielkraut, on l'apprécie, mais je m'attendais à un livre encore un peu de déploration sur le c'était mieux avant, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. Le titre dit tout. Pour Alain Finkielkraut, je vais vous donner la définition qu'Alain Finkielkraut donne du cœur lourd. Il dit: pour la première fois de notre histoire, nous devons faire face à la haine sans avoir la consolation de l'innocence. Et en fait, c'est un livre qui est tissé autour de 3 paradoxes. Le premier paradoxe, c'est la fidélité à une France qu'il ne reconnaît plus. Le deuxième paradoxe, c'est la fidélité à une gauche dans laquelle il ne se reconnaît plus, avec cette belle formule: c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. Et le troisième, et ça fait écho à notre précédente discussion, c'est la fidélité à un Israël qu'il ne reconnaît plus non plus. Il refuse évidemment l'antisionisme qui nazifie les Juifs, mais refuse tout autant et tout aussi fortement et courageusement de fermer les yeux sur les massacres de colons en Cisjordanie, sur le saccage des oliviers, sur la politique du gouvernement israélien. Et cette belle formule, entre les héritiers de Rabin et les disciples de son meurtrier, je ne peux pas ne pas choisir. Et donc, c'est un livre, en fait, sur ce qu'est vraiment la mélancolie ou l'art du paradoxe. Donc, j'ai étonnamment beaucoup aimé le lire. Lucille Schmitt. Alors moi, il m'arrive quelque chose qui ne m'est jamais arrivé au Nouvel Esprit Public, c'est que ma brève était la même que celle, et elle sera la même que celle de Philippe. Il y a une sorte de télépathie qui s'est passée. Je tiens à dire que je suis moins mélomane que Philippe, mais que j'ai adoré Nous l'orchestre, pour des raisons tout à fait qui sont celles de Philippe, par rapport à la compréhension de ce qu'est le fait d'être musicien d'orchestre, de participer à un exercice collectif tout en ayant une passion pour la musique, et donc la difficulté certainement à toujours tenir sa place, sachant que la place dans l'orchestre est différente en fonction de l'instrument que vous jouez, en fonction de la place qui vous est donnée. Et moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que je trouve qu'on y voit combien la musique est un langage universel, notamment parce que plusieurs des musiciens qui sont interrogés sont étrangers. Ils sont arméniens, ils sont portugais, ils sont jeunes, ils montrent l'amour de la musique et la qualité en fait de leur talent et de leur pratique qui a été la leur, et pourquoi ils viennent devenir musiciens, pourquoi ils passent des concours pour devenir musiciens à l'Orchestre de Paris. C'est assez remarquable, et il y a un moment surtout extrêmement intéressant quand on regarde les choses de façon politique, c'est ce moment où à l'écran défilent ces petites phrases assassines que les uns et les autres pensent par rapport à ceux qu'ils vont côtoyer pendant 30 ans, 40 ans, notamment comment Dieu peut-il donner un tel talent à un tel con, ou des choses de ce type. C'est un moment assez incroyable, parce que au fond, le film réussit à être extrêmement vrai et absolument pas politiquement correct. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut se côtoyer, ne pas s'aimer, se remettre à s'aimer et avoir une sorte de discipline qui oblige à s'aimer. Et puis, il y a quelque chose sur le corps anglais. Il y a ce solo de corps anglais qui est absolument bouleversant. Et donc, allez voir ce film parce qu'il est à la fois instructif, bouleversant et profondément humain sur ce qu'est une société humaine et comment il ne faut jamais se cacher que la conflictualité, la pique, le commérage fait aussi partie chez les musiciens. Enfin, elles se partagent, elles coexistent avec le talent. Bon, vous pouvez nous l'avouer, vous êtes allés au cinéma ensemble. Non, mais ça, la prochaine fois, sûrement. Non, je pense qu'il y a...
quelque chose de très mystérieux dans la musique. C'est vrai pour l'Orchestre de Paris. C'était vrai aussi, par exemple, pour le Quatuor Amadeus. Magnifique quatuor qui, à la fin de sa vie, les musiciens ne se parlaient plus que par avocat interposé. Et personne ne pouvait s'en rendre compte. Quand on les entendait jouer, ils étaient aussi sensibles, aussi expressifs, aussi justes dans leur interprétation des morceaux qu'ils avaient choisis que lorsqu'ils se parlaient et qu'ils étaient dans une atmosphère de sympathie, l'atmosphère de la création. Je ne sais pas si le monde politique peut s'inspirer, comme Nicole souhaite qu'il s'inspire de la Hongrie, peut-être peut-il aussi s'inspirer du mode de fonctionnement dans les orchestres, car en effet, Philippe Béziers a trouvé un moyen tout bête, mais très intelligent, de rendre compte de l'absence d'unanimité humaine dans un orchestre en interviewant les uns et les autres, mais en ne mettant jamais à l'image ceux qui disent des vacheries sur les autres et en se contentant de constater une espèce de procès-verbal de vacherie qui est en sous-titre entre les différentes images. Donc c'est un moment très instructif. Nicole Nézeuteau. Alors moi, je vais rester dans la musique, mais à un niveau plus junior, si je puis dire, en vous recommandant 2 salles de concert très atypiques. La première qui est de la Sainte-Chapelle, qui jusqu'à fin juin est l'objet de festivals, enfin est un théâtre de festival, soit d'opéra, soit de piano. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir une jeune mezzo-soprano absolument phénoménale qui s'appelle Aliénor Schmittlin, absolument phénoménale, qui chantait des Gershwin. Et puis, la deuxième salle atypique à Paris, c'est le Théâtre de la Concorde, qui l'ancien espace Pierre Cardin, qui, une fois par mois, offre gratuitement, donc le public est invité tout à fait gratuitement à écouter ce qu'ils appellent des concerts pédagogiques. Et c'est le violoniste Paul Seri, qui est un jeune artiste phénoménal, appelé sans doute un très très brillant avenir, qui fait une fois par mois, donc d'une part 20 minutes d'explication de l'œuvre, c'est un violoniste de musique de chambre, hein, mais 20 minutes d'explication de l'œuvre, à la fois de l'auteur et de l'œuvre elle-même, comment elle est composée, comment il faut comprendre une musique, quel que soit le siècle qu'il choisit, et ensuite l'interprétation donc de l'œuvre avec en général une violoncelliste et un alto, et c'est stupéfiant parce que on sort de là à la fois ébloui et plus intelligent. Théâtre de la Concorde, c'est gratuit, il faut réserver au moins 6 mois à l'avance tellement le succès est grand. Marc-Olivier Padis. Je recommande un livre publié aux presses de Sciences Po, Les jeunes et leur laïcité, par l'historien Charles Mercier et le sociologue Philippe Portier, qui sont tous les deux rattachés au Centre de recherche sur les religions et la laïcité à l'École pratique des hautes études. On est dans une période où il y a beaucoup d'interrogations sur le rapport des jeunes à la religion et à la laïcité, avec parfois des caricatures. On s'inquiète peut-être d'un revival religieux, de pratiques plus visibles, dont beaucoup sont stigmatisées. On s'inquiète aussi d'une remise en cause de la laïcité, en particulier à l'école. Maintenant, on a organisé une remontée systématique des atteintes à la laïcité. C'est devenu un sujet. Et plus généralement, on peut s'inquiéter d'une France dite en archipel. Et ce livre va un peu à l'encontre de ces thèses. Ce livre est fondé sur des enquêtes, sur des sondages, sur des entretiens qualitatifs et qui montre effectivement 2 choses. Il y a bien un écart entre les générations sur le fait que les jeunes entretiennent un rapport à la laïcité un peu différent des autres générations et aussi que la jeunesse est diverse. Alors le livre montre globalement une large acceptation du pluralisme, y compris du pluralisme religieux, une importance donnée à l'autonomie individuelle, un refus des discriminations et des inégalités, et une acceptation du cadre de la laïcité dans sa dimension fondamentale de défense de la liberté de conscience. Donc c'est un travail rigoureux qui remet en perspective et relativise aujourd'hui les messages les plus pessimistes. Je vous remercie. N'attendez pas pour contribuer à notre financement. Profitez de ce que l'émission vient de finir pour vous rendre vers votre ordinateur ou bien pour sortir votre carnet de chèques. Et pour nous soutenir, vous serez défiscalisé à hauteur de 66%. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille au site, à Olivier Magloire qui
se tient devant les plateformes de financement pour en éclairer le fonctionnement, à Flavien Cagnard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Rendez-vous mercredi pour le prochain entretien avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.